On est de retour dans la grande édition de TV7. C'est l'heure de notre grand débat consacré ce soir au cancer du sein. C'est aujourd'hui le coup d'envoi d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage de ce cancer, le cancer le plus fréquent chez les femmes. Une Française sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Alors comment améliorer la lutte contre cette maladie? Que faire pour optimiser l'accompagnement des malades? Pour répondre à ces questions, j'accueille 3 invités. À ma gauche, le docteur Camille Chakiba. Bonsoir docteur. Vous êtes oncologue à l'Institut Bergonié, le centre régional de lutte contre le cancer est installé à Bordeaux évidemment. Vous êtes spécialiste du cancer du sein. À ma gauche, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Valérie Bellamy. Vous êtes patiente, partenaire aussi au sein de l'Institut Bergonié. On va expliquer ce que c'est, mais patiente partenaire, en gros, vous mettez à profit votre propre expérience du cancer du sein pour accompagner les malades et optimiser la relation avec le personnel soignant. Et à ma droite, Angéline Galvin, vous êtes chercheuse et post-doctorante en épidémiologie à l'Université de Bordeaux et à l'INSERM, l'Institut national de la lutte, de la santé et de la recherche médicale. Bonsoir mesdames, merci beaucoup pour votre participation. La première question, elle est pour vous, docteur Chakiba. Octobre Rose vise donc à sensibiliser à l'enjeu du dépistage précoce du cancer du sein. En quoi ce dépistage est vraiment utile pour réduire la mortalité? Donc le dépistage du cancer du sein sauve des vies. Je pense que le message est assez clair. On a maintenant beaucoup de recul et beaucoup d'études qui montrent que la réduction de la mortalité pour les femmes qui participent régulièrement au dépistage est de l'ordre de 20 à 30%. Donc c'est à mettre en perspective avec le dépistage individuel, mais ce dépistage organisé permet vraiment de sauver des vies. Ça permet de diagnostiquer des maladies à un stade plus précoce, donc de guérir plus souvent le cancer et d'administrer des traitements moins lourds. Le tout petit écueil, on va dire, c'est que ça parfois diagnostique des cancers du sein petits qui n'auraient pas forcément évolué par ailleurs. C'est pour ça que l'âge du dépistage systématique s'arrête à 74 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cancer après 74 ans. Mais c'est vraiment, en termes de population, cette réduction de risque de mortalité de 20 à 30% qui est le chiffre à retenir. Vous insistez sur la nécessité de ce dépistage. Pourtant, seulement une femme sur 2 de plus de 50 ans se livre à ce dépistage. C'est bien en dessous de la moyenne européenne, en dessous des objectifs de 70% fixés par l'Union européenne. Comment on explique ce retard, Angéline Galvin ? Déjà, je pense qu'il faut différencier ce que le docteur Chakiba vient de dire, le dépistage organisé du dépistage individuel. Donc, en effet, sur le dépistage organisé qui est proposé aux femmes de 50 à 74 ans et via une campagne nationale, on a un taux de participation qui est aux alentours de 47%. Mais il faut ajouter à ça 10 à 15% de participation à un dépistage individuel, du coup, qui va être initié par la patiente ou par le médecin. Et donc, on reste en dessous des recommandations européennes. Et ce qui peut expliquer donc, ce que vous appelez un retard sont des disparités territoriales ou socio-économiques, puisque les études montrent, par exemple, que les femmes qui vivent en milieu rural ou qui ont un niveau socio-économique faible ont moins tendance à participer au dépistage que les autres. C'est uniquement les inégalités territoriales ou sociales, ou il y a aussi des freins psychologiques, les femmes qui ont peur, tout simplement? Il y a aussi des freins psychologiques, c'est ça. Les disparités territoriales économiques sont une partie des freins, mais il y a aussi toute la partie, en effet, psychologique et la méconnaissance parfois aussi de tout ce qui va avec le dépistage, du déroulement du dépistage. Et il y a aussi une importance de la communication des informations médicales et qu'elles soient comprises par les femmes. Valérie Bellamy, vous avez connu ce moment du diagnostic quand il est posé. Comment améliorer justement l'accompagnement des malades désormais pour optimiser cette prise en charge ensuite, cette relation avec le personnel soignant? C'est un moment qui n'est pas toujours bien négocié peut-être? C'est jamais agréable de recevoir une telle annonce. Ah ouais, mais de la part du personnel soignant, je veux dire. Est-ce qu'il faut optimiser, optimiser le moment? Non, mais bien sûr, oui. Ouais. Mais justement, c'est jamais agréable en tant que patiente de recevoir... D'ailleurs, on n'est pas patiente quand on reçoit ce diagnostic-là. On est une personne
normal, on ne se sent pas, et c'était mon cas, je ne me sentais pas malade car je n'avais pas de symptômes et pas de signes quand j'ai été diagnostiquée. Donc oui, effectivement, l'accompagnement par les professionnels de santé, que ça soit dans nos villes et nos campagnes, parce qu'il ne faut pas oublier les territoires ruraux non plus, c'est très important de pouvoir sensibiliser les professionnels de santé justement aux mots à utiliser auprès des patientes dans ce moment crucial qui est l'annonce, qui est une phase de dépistage, que ça soit organisé ou individuel, parce que ce point de départ... c'est le point de départ d'une longue aventure, d'un long chemin qu'on n'a pas choisi, mais qu'on est obligé d'emprunter. Donc, ces mots-là sont très importants. Il y a des mots qui font du bien, et il y a des mots qui font mal. Donc aux professionnels de santé à savoir choisir les bons avec leurs patients. Une fois le diagnostic posé, quel est le parcours de soins type pour les femmes atteintes d'un cancer du sein ? Donc, ce qui permet de porter le diagnostic de cancer, c'est ce qu'on appelle le diagnostic anatomopathologique. Donc, c'est au laboratoire des médecins qui regardent les lames de la tumeur de la biopsie et qui permettent d'affirmer qu'il s'agit d'un cancer. Ça permet aussi de caractériser le type de cancer. Maintenant, on ne dit plus qu'il y a un cancer du sein, il y a une multitude de cancers du sein, plusieurs sous-types. Ça, c'est un des points très très importants de la recherche dans ces dernières années. Ça a été de comprendre qu'il existait un grand nombre de types de cancers du sein, certains qui sont plus sensibles aux hormones, d'autres à la chimiothérapie, d'autres à des thérapies ciblées. Donc c'est ce point de départ qui permet de rentrer dans le parcours. Ensuite, il y a en gros soit une chirurgie première, soit un traitement de chimiothérapie, plus ou moins thérapie ciblée ou immunothérapie première. Et ça, c'est décidé de manière pluridisciplinaire. Voilà. Je pense que la collégialité, c'est quelque chose qui est très important en cancérologie. On a la chance à Bergonié d'être entouré d'experts de toutes les spécialités en tant que médecin, mais aussi non médecin. On a vraiment la chance de collaborer. Voilà. Donc ce parcours multidisciplinaire avec, en gros, souvent de la chirurgie, des rayons, de l'hormonothérapie, plus ou moins chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie. Angéline Galbin, la France connaît un taux d'incidence du cancer qui est lui aussi supérieur à la moyenne européenne. Comment expliquer que nous, Français, on soit plus exposés que nos voisins européens ? Alors, en effet, le taux d'incidence du cancer du sein en France est parmi les plus élevés en Europe et proche d'autres pays quand même, comme la Belgique, les Pays-Bas ou le Danemark par exemple. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le cancer du sein est une maladie multifactorielle et que tous les facteurs de risque n'ont pas encore été identifiés aujourd'hui. Concernant l'augmentation de l'incidence des cancers du sein, qu'elle soit en France ou ailleurs d'ailleurs, une des hypothèses, c'est des modifications de mode de vie et d'habitudes de vie des femmes au cours des dernières décennies, avec par exemple des grossesses plus tardives, des menstruations plus précoces, ou encore une augmentation de la consommation d'alcool ou de tabac. Mais est-ce qu'on peut aussi jauger l'évolution de notre mode de vie, la sédentarité, l'alimentation aussi ? Est-ce que ça aussi, on arrive à mesurer l'impact ? On peut mesurer l'impact, il y a des études qui ont pour objectif de mesurer l'impact. Et si on voulait justement se poser la question de savoir est-ce qu'on est plus exposé que nos voisins européens, il faudrait avoir des données du coup à l'échelle européenne. Il y a des études en cours sur le sujet. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La vie, elle continue, Valérie Bellamy, malgré le diagnostic posé. Comment on fait pour concilier le traitement et les difficultés quotidiennes d'une femme qui a une vie familiale, une vie sociale, une vie professionnelle ? Comment on arrive à concilier les deux ? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de recette miracle. C'est chacune qui fait comme elle peut selon son contexte familial, professionnel, personnel. En ce qui me concerne, par rapport au volet professionnel, j'ai fait le choix de m'arrêter et d'être en arrêt de travail pendant mes traitements. C'est pas le cas forcément de toutes les femmes. Et le travail, quand c'est une activité qui nous plaît et qui nous épanouit, ça peut être compliqué, perçu comme une double peine, avec à la fois le diagnostic et l'obligation de s'arrêter de travailler pour se soigner.
Donc ça, c'est un premier volet qui est à prendre en compte dans ce virage-là, quand on démarre un parcours de soins. Et après, oui, il y a la vie de famille qui est automatiquement impactée. J'avais 42 ans, j'avais 2 enfants adolescents à l'époque. Rajouter à ça une période Covid dont tout le monde se souvient et qui a été teintée de manière particulière pour moi. C'est sûr que voilà, la vie est différente, mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours autour de nous un entourage qui regarde au maximum la personne avant de regarder le malade. Et en tout cas, ça a été mon cas et moi, ça m'a aidé dans mon parcours. Les oncologues, les médecins, est-ce qu'ils prennent aussi en compte leur entourage pour les impliquer dans le processus de guérison ? Oui, c'est important. Souvent, on rencontre les femmes accompagnées, dans la majorité des cas, heureusement. Donc on essaie d'adapter le discours, qu'il y ait une alliance thérapeutique à la fois avec le patient et avec son aidant, même si moi j'insiste beaucoup sur le fait que c'est quand même la patiente qui décide à la fin. Il y a aussi, pour les patientes qui sont un peu plus isolées, il y a un grand rôle des associations de patients. Par exemple, la Ligue contre le cancer, la Maison Rose, Rose Up, et pour les femmes de moins de 45 ans, il y a l'association Jeune et Rose. Il y a beaucoup de choses qui sont en place, qui existent, des ressources pour compléter. D'ailleurs, c'est pas que pour les personnes isolées, c'est pour tout le monde. Mais voilà, essayer d'avoir cet accompagnement global et pas simplement centré sur la maladie. Il y a toute la place aussi des soins de support qu'on a tendance un petit peu à moins mettre en avant, mais donc il y a le traitement médicamenteux pour guérir ou au moins soigner le cancer, et puis après tout ce qu'il y a autour. Et je pense que c'est important de ne pas oublier tout ça. Alors Valérie Bellamy, vous connaissez bien le docteur Chakiba puisque vous êtes patiente partenaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce dispositif et en quoi c'est utile pour améliorer cette relation soignant-soigné ? Eh bien, une patiente partenaire, c'est une personne qui a, comme ça a été mon cas, connu la maladie il y a quelques années et qui s'est formée, ça a été mon cas aussi, donc notamment à l'Université des patients à la Sorbonne pour pouvoir justement prendre du recul sur son parcours de soins et pouvoir contribuer à l'amélioration à la fois du parcours de soins des personnes touchées par la maladie, mais également au regard que peuvent apporter un regard complémentaire au niveau des professionnels de santé, étant donné que en tant que patient partenaire, on n'a pas de connaissance scientifique de la maladie, mais par contre, on a une connaissance du vécu et de la maladie et de l'impact sur notre vie. Et c'est de cette manière-là qu'on peut justement accompagner les patients, les patientes dans le cadre de l'accompagnement que je fais à l'Institut Bergonié. Donc, c'est des femmes qui sont touchées par un cancer du sein, qui sont soignées à l'Institut et que j'accompagne pendant leur parcours de soins, mais également après les traitements pour leur partager des ressources. Le docteur Chakiba a parlé des associations et du rôle qu'elles ont. Donc effectivement, les associations nationales qu'elle a citées sont importantes, mais on a la chance, notamment ici en Gironde, d'avoir énormément d'associations de territoire. Et c'est important de ne pas se sentir isolé quand on est patient. Et je pense notamment aux associations comme Rose Médoc, qui accompagne les femmes touchées par un cancer dans le Médoc, l'association Personnelle, qui accompagne les femmes dans le Libournais. Rose Up aussi. Alors Rose Up, c'est une association nationale, mais qui propose, grâce à la maison Rose Up de Bordeaux, un accompagnement sur Bordeaux, mais également dans les territoires. Et simplement, si vous me permettez, pour revenir sur l'association Personnelle qui avait été créée par Valériane Monio, qui a été la première patiente partenaire avec Dominique Schor, donc à l'Institut Bergonié, donc qui avait créé cette association en Libournais et qui nous a quittés récemment. C'était au printemps dernier, donc on pense aussi à elle aujourd'hui. Et juste pour rajouter un petit point, moi je suis particulièrement émue parce qu'il y a 3 ans, pour Octobre Rose, on avait été sur ce plateau-là. On avait parlé de différents sujets dans le cadre du partenariat patient à l'Institut Bergonié. Donc voilà, je m'associe à cet hommage. Angéline Galvin, vous étudiez l'épidémiologie du cancer. Une femme qui contracte un cancer jeune, elle a de plus grandes chances de rechute ? C'est une question compliquée, c'est-à-dire que ça mériterait plus de temps pour en discuter, mais on sait qu'après un premier cancer, le risque est plus élevé d'un deuxième cancer au cours de la vie, et donc forcément, quand ce cancer intervient jeune,
il y a plus de probabilité d'avoir un autre cancer dans sa vie. Mais il y a plein d'autres facteurs qui jouent, et voilà, c'est pas non plus une généralité. Alors, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'en revanche, la France est peut-être en retard sur le dépistage, en revanche, sur la guérison, on est au-dessus des normes européennes. Comment expliquer qu'on soit plus efficace ? Alors ça, c'est peut-être le docteur Chakiba qui pourrait davantage répondre, mais je pense que le dépistage organisé, malgré tout, et le dépistage de façon générale, participe à ça, puisque ça permet, comme l'a dit le docteur Chakiba, un diagnostic précoce, et donc du coup, de plus grandes chances de rémission derrière, et je pense que ça fait partie des principales raisons. Docteur Chakiba, les innovations thérapeutiques, elles progressent. Quelles sont les avancées les plus encourageantes ces dernières années ? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Mieux comprendre la maladie, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec aussi ce qu'on appelle le profilage tumoral, c'est-à-dire faire une recherche. Alors ça, c'est souvent au stade métastatique de la maladie. On oublie parfois, pendant Octobre Rose, les patientes avec des cancers métastatiques, parce qu'on parle beaucoup du dépistage, et ces patientes-là, elles sont en dehors. Mais voilà, mieux comprendre la maladie, quel que soit le stade. Après, il y a développer des nouveaux médicaments. Donc ça, on a la chance dans le monde entier, donc là, pas qu'en France, mais d'avoir des grandes innovations qui changent le pronostic du cancer depuis, je dirais, une quinzaine d'années. On a eu vraiment de nombreuses révolutions qui permettent de guérir plus de cancers, et dans les cancers qui ne sont pas en situation curative, que les patients vivent avec le cancer métastatique qui devient, dans une grande majorité des cas, une maladie chronique avec laquelle on vit plusieurs années. Il y a toujours des cas de cancer qui sont plus difficiles à traiter, mais sur lesquels il y a aussi beaucoup de progrès. Donc les progrès médicamenteux, comme les thérapies ciblées. Maintenant, il y a l'immunothérapie qui prend de la place. Il y a aussi ce qu'on appelle les anticorps conjugués, où c'est l'association d'une thérapie ciblée, d'une molécule de chimiothérapie, un peu comme un cheval de Troie qui rentre à l'intérieur des cellules tumorales. Et après, il y a tout un aspect qui est sur vivre avec le cancer, personnaliser les traitements, c'est-à-dire les situations à risque de rechute un peu plus importantes. On optimise, on renforce le traitement. Les situations où on se rend compte que le cancer est de bon pronostic, essayer de diminuer les séquelles. Et puis encore une fois, tous les soins de support pour toute cette recherche-là, qui est de la recherche moins biologique, scientifique, mais qui est très très importante aussi et la place des patients partenaires, bien sûr, en recherche, l'implication des patients, que ce soit plus de la recherche sur les patients, mais de la recherche avec les patients. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi une grande innovation, puisque ça permet de comprendre quels sont les objectifs des patients, de sortir un petit peu de la tour d'ivoire dans laquelle on se trouve parfois pour faire des prises en charge globales. Et on a de la chance à l'Institut Bergonié, effectivement, d'avoir depuis 4 ans un financement par l'ARS de patients partenaires, donc plutôt sur la clinique, pas spécifiquement sur la recherche, mais qui nous permettent d'expérimenter ça, et c'est une belle expérimentation. Valérie Bellamy, une réaction ? Oui, je rejoins le docteur Chakiba, c'est important maintenant, et ça fait partie de l'évolution du système de soins, en tout cas souhaité par toute la société, il me semble, faire avec les patients, avec les professionnels de santé, et non pas faire pour. On implique chacun dans cette chaîne, parce que le patient fait partie intégrale en fait de cette chaîne de soins, de prise en soin, parce qu'on parle plus que de traitement, mais on parle de qualité de vie, de projet de vie, et ça va au-delà de la maladie, parce que oui, quand le cancer devient chronique, heureusement que la vie ne s'arrête pas, et la vie non plus, et la vie peut être un projet qui est à construire avec les professionnels de santé, avec les associations de territoire qui interviennent énormément auprès des patientes et qui les accompagnent à chaque étape, que ce soit pendant leur parcours de soins, que ce soit après, quand justement les traitements s'arrêtent, mais que malgré tout on ne se sent pas forcément en pleine santé. De quelle manière on fait pour regagner cette énergie, et repartir dans une nouvelle vie, un nouveau chemin qui s'ouvre à nous, avec parfois des effets secondaires qui arrivent après la fin des traitements. Donc tout ça, c'est vraiment ensemble qu'on peut améliorer ce parcours-là. Faire avancer la recherche, ça coûte cher, Angéline Galvin ? Ça coûte cher, oui.
Après, il y a différents pans de la recherche. La recherche clinique et les développements médicamenteux coûtent cher. La recherche en santé publique aussi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi du soutien et du gouvernement et des associations, des instances comme l'Institut national du cancer. On a besoin de financement pour pouvoir faire avancer la recherche. J'allais venir justement, c'est une volonté de l'État peut-être, mais est-ce que c'est aussi partagé avec des acteurs privés, l'avancée de la recherche ? Ça peut être partagé avec des acteurs privés, en effet. Je pense que une grande partie, en tout cas en ce qui me concerne en santé publique, qui vient d'instances gouvernementales, de fondations, donc on a aussi Mais voilà, il y a aussi des partenaires privés, et c'est notamment le cas plus dans les développements thérapeutiques, où il y a des laboratoires qui rentrent en jeu. Vulgariser ces avancées, ces connaissances, ça permet aussi peut-être de changer la perception du cancer, parce que c'est souvent un tabou, c'est une maladie qui fait peur, ça change aussi le regard d'autrui sur les malades. Là aussi, il y a un gros travail à faire pour changer les mentalités dans notre société. Oui. Oui, il y a un travail à faire, mais déjà le fait d'être là avec vous ce soir, ça permet justement de rendre accessible l'information, la sensibilisation. Heureusement qu'on ne fait pas que de la sensibilisation et de l'information dans les hôpitaux. Hein. La vie, elle se fait ailleurs, et même quand on est malade, on a vocation à passer le moins de temps possible à l'hôpital. Donc, sortons de l'hôpital, allons vers les personnes et justement sensibilisons, vulgarisons aussi dans les territoires pour que chacun puisse un peu mieux comprendre les enjeux simples de ce dépistage pour sauver des vies ou vivre plus longtemps et de la meilleure manière possible. Camille Chakiba, est-ce qu'il y a d'autres actions de prévention, de sensibilisation en dehors d'Octobre Rose ? Il y a plusieurs types de prévention. Il y a la prévention primaire, donc avant la survenue du traitement, la prévention du cancer, la prévention secondaire après. Bon, c'est toi qui pourrais mieux en parler. Mais donc, c'est vrai que le mois d'octobre focalise beaucoup d'attention. Toutes les attentions. Beaucoup de choses, mais effectivement, le cancer, c'est toute l'année. On essaie, dans les différents temps de l'année, d'organiser des choses. On a mis en place, là c'est plutôt après le cancer, mais pour sortir un petit peu justement de ces traitements actifs, dans cette phase de l'après-cancer dont tu parlais, on a mis en place des ateliers d'éducation thérapeutique du patient avec Marion Barrault qui est psychologue à l'Institut Bergonié et toute une équipe pour vivre avec, en fait, apprendre à vivre avec. Il y a aussi des thématiques autour de la peur de la récidive, voilà, pour essayer justement de lever des tabous, parce que le cancer devrait pas être tabou. Angéline Galvin, puisqu'il reste 1 minute 20, donc je vais essayer de terminer sur une conclusion plutôt positive. Quels sont les messages d'espoir que vous voulez envoyer aux patientes pour l'avenir ? Est-ce que sur l'avancée de la santé, j'en sais rien, est-ce qu'il y a quand même des motifs encourageants ? Il y a des motifs encourageants. Déjà, la recherche avance, et ça, je pense qu'on n'en a pas toujours conscience quand on est extérieur à la recherche, mais il y a vraiment des gros progrès qui ont été faits au cours des dernières années, des dernières décennies. Donc, la recherche avance, et le dépistage est important. Le dépistage est une chance de pouvoir être diagnostiqué de façon précoce, d'avoir des traitements moins agressifs, et du coup, d'augmenter ses chances de rémission. Un autre message d'espoir ? Il reste une quarantaine de secondes. Eh bien, oui, je rejoins Angéline, et c'est sûr que le dépistage concerne tout le monde, pas que les femmes, les messieurs aussi, par l'observation de leur amoureuse et de leur amoureux aussi, parce que n'oublions pas que le cancer du sein touche aussi alors dans une moindre mesure, les hommes. Donc ne les oublions pas non plus. Donc voilà, observons les personnes qui nous sont chères, faisons-leur passer ce message d'amour, parce que ça reste de l'amour et de la bienveillance, et on en a tellement besoin en ce moment. Donc soyez attentifs aux personnes que vous aimez. Bon, on arrive à terminer sur une note positive. Merci beaucoup, mesdames. On arrive à la fin de ce débat. C'est la fin du chronomètre. Merci à vous. Et merci à vous également à votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo. Puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal en bivouac à 19h45. Restez bien avec nous. L'information continue sur TV7.